Il affirmait que Théopolis était toujours là, quelque part entre deux mondes, invisible à ceux qui ne croient pas. Dans les ruelles sinueuses du vieux port, là où les façades des immeubles semblent conserver les ombres du passé, une histoire traverse encore les siècles. Une histoire de peur, de malédiction et de vengeance, celle de la sorcière de Marseille, une femme dont le nom fut effacé des registres, mais dont l'écho persiste dans les murmures des anciens. Au début du XVIIe siècle, alors que la ville prospérait sous le commerce maritime, une femme du nom de Marguerite Léchantre vivait à l'écart des autres, dans une petite maison de pierre proche du rivage. Elle était herboriste, guérisseuse, mais on l'appelait autrement, la maga, la magicienne. On venait la voir pour des remèdes, des potions, des secrets. Elle connaissait le pouvoir des plantes, les effets des infusions, et certains disaient qu'elle savait bien plus encore. Elle était tolérée, parfois respectée, mais toujours crainte. Puis vint l'année 1629. Une maladie étrange frappa Marseille. Ce n'était pas la peste, mais un mal insidieux qui prenait les hommes de fièvre, les rongeait de l'intérieur. Les médecins étaient impuissants, et l'épidémie s'étendait. Alors, les soupçons se tournèrent vers Marguerite. Une rumeur enfla, elle aurait fabriqué un poison, un élixir de mort, versé dans l'eau des puits. Certains affirmaient l'avoir vue marmonner des paroles incompréhensibles en arpentant les rues désertes. D'autres assuraient qu'un homme malade, sur son lit d'agonie, avait murmuré son nom avant de rendre son dernier souffle. La peur devint rage. Une nuit, une foule en colère vint la chercher. Ils la traînèrent sur le port, l'accusant devant le tribunal de la ville. On ne lui laissa aucune chance. Elle fut jugée en hâte, reconnue coupable de sorcellerie et d'empoisonnement, et condamnée à être brûlée vive sur la place publique. Le jour de son exécution, une tempête s'éleva au-dessus de Marseille. Le ciel, jusque-là limpide, s'assombrit brutalement. La mer, d'ordinaire calme, se mit à gronder contre les quais. Mais la sentence fut exécutée. Alors que les flammes s'élevaient, Marguerite Léchantre leva la tête et, d'une voix claire que tous entendirent, prononça ces derniers mots. « Vous me tuez aujourd'hui, mais je reviendrai avec la mer et le vent. Tant que cette ville vivra, mon ombre ne la quittera pas. » Puis son corps fut consumé. Mais Marseille ne fut plus jamais la même. Les semaines qui suivirent, des tempêtes inexplicables frappèrent la ville, forçant les navires à rester au port. Les pêcheurs parlaient d'une silhouette noire aperçue sur les vagues, flottant à la surface sans jamais sombrer. On dit que les juges qui avaient condamné Marguerite trouvèrent la mort dans des circonstances étranges. L'un se noya dans le port, pris d'un malaise alors qu'il embarquait sur une galère. Un autre fut retrouvé chez lui, les yeux ouverts, figé dans une expression de terreur absolue. Le dernier disparut sans laisser de traces. Aujourd'hui encore, lorsqu'un orage éclate soudainement sur Marseille, certains regardent la mer avec appréhension. On raconte que, par temps de tempête, une ombre traverse les rues désertes du Panier, passant sous les réverbères sans que la lumière ne l'éclaire. Les plus anciens conseillent de ne jamais prononcer son nom trop fort, surtout par vent fort. Car elle l'a dit elle-même. Elle n'a jamais quitté Marseille. La route sinueuse qui mène au pont de la Mariée serpente à travers les montagnes abruptes du Haut-Var. Les falaises se dressent comme des murailles naturelles, et en contrebas, le tumulte de la rivière Var résonne contre la roche. Ce pont suspendu, construit à la fin du XIXe siècle, relie les deux rives escarpées, un exploit d'ingénierie posé au milieu du néant. Aujourd'hui, il est un lieu de passage pour les curieux et les amateurs de frissons, mais autrefois, il fut le théâtre d'un drame dont l'écho ne s'est jamais totalement dissipé. L'histoire remonte à l'été 1927. Un jeune couple, fraîchement marié, décide de s'offrir une lune de miel à la découverte des paysages du sud de la France. Ils sont issus d'une famille aisée, et leur voyage en automobile, encore un luxe à l'époque, est une aventure en soi. Ils s'arrêtent dans de petits villages, goûtent aux spécialités locales, admirent les reliefs accidentés des Alpes-Maritimes. Un matin, après une nuit passée dans une auberge de montagne, ils prennent la route vers Guillaume. Le mari,
un homme passionné de mécanique et de routes vertigineuses, insiste pour s'arrêter au pont de la Mariée, un ouvrage impressionnant dont il a entendu parler. La jeune femme hésite. Le vide l'effraie. Le pont semble fragile, suspendu par des câbles tendus comme des cordes prêtes à lâcher. Mais elle ne veut pas paraître peureuse aux yeux de son époux. Ils sortent de la voiture et s'avancent sur le tablier métallique, main dans la main. Le vent s'engouffre dans les plis de sa robe, un souffle froid qui contraste avec la chaleur du soleil. Sous leurs pieds, la rivière gronde, creusant inlassablement son lit entre les roches abruptes. Ce qui se passe ensuite demeure un mystère. Certains racontent que son voile s'est pris dans les câbles, qu'un mouvement de panique l'a déséquilibré. D'autres murmurent qu'une dispute aurait éclaté, que la lune de miel n'était qu'une façade et que les tensions couvaient déjà sous les sourires de circonstance. Il y a ceux qui vont plus loin et affirment qu'elle ne serait pas tombée, mais poussée. Le corps de la mariée est retrouvé bien plus bas, fracassé sur les rochers. L'enquête conclut à un accident. Son époux, inconsolable, quitte la région et disparaît dans l'anonymat. Pourtant, au fil des années, les rumeurs persistent. Des bergers assurent avoir entendu, certains soirs de tempête, des cris de femmes portés par le vent. Des randonneurs affirment avoir aperçu une silhouette blanche flottant au bord du précipice avant de s'évaporer dans la brume. Aujourd'hui encore, le pont de la Mariée demeure un lieu chargé d'une atmosphère particulière. Ceux qui osent s'y aventurer ressentent souvent une étrange oppression, comme si un regard invisible pesait sur eux. Certains automobilistes, roulant de nuit sur la route sinueuse, disent avoir vu une forme spectrale au bord du pont, une ombre immobile qui semble attendre, inlassablement, quelque chose ou quelqu'un. Les montagnes des Écrins ont toujours exercé une fascination mêlée de crainte sur ceux qui les approchent. Leurs crêtes acérées, leurs neiges éternelles et leurs vallées encaissées ont vu passer bien des histoires, mais peu sont aussi persistantes que celles du pré de Madame Carl. Le lieu, un vaste plateau au pied du glacier blanc, tire son nom d'une femme qui, dit-on, y aurait trouvé la mort de manière tragique. L'histoire varie selon les récits, mais l'une des versions les plus répandues remonte au XVIIIe siècle. Madame Carl, une veuve d'un certain âge, vivait avec son fils unique dans un village montagnard. La vie était rude, les hivers impitoyables, et leur existence dépendait des quelques bêtes qu'ils possédaient et des récoltes maigres que la terre voulait bien leur offrir. Un jour, alors qu'elle descend vers la vallée avec son âne chargé de sacs de grains, le temps change brutalement. Un vent violent se lève, soulevant des bourrasques de poussière et rendant le chemin de plus en plus périlleux. L'âne, affolé, s'agite et refuse d'avancer. La vieille femme tente de le calmer, tirant sur la longe, lui parlant d'une voix douce pour l'apaiser. Mais une rafale plus forte fait claquer un bruit sinistre dans les falaises, un écho assourdissant qui fait sursauter l'animal. Dans un accès de panique, l'âne bondit en avant, entraînant Madame Carl avec lui. Déséquilibrée, elle glisse sur les pierres instables, bascule en arrière et chute lourdement. Le choc est violent, et lorsqu'elle tente de se relever, une douleur fulgurante lui traverse le corps. Incapable de bouger, elle regarde son âne s'éloigner, disparaissant peu à peu dans la brume qui s'élève du sol. On ne la retrouva que bien plus tard, son corps figé dans la posture de l'attente, les yeux ouverts vers le ciel. L'histoire raconte que son esprit ne quitta jamais cet endroit. Parfois, des marcheurs solitaires jurent entendre un léger bruissement derrière eux, comme un pas qui les suit sans jamais les rattraper. D'autres aperçoivent, à la tombée du jour, une silhouette voilée errant dans le pré, s'effaçant dans les ombres dès qu'on cherche à l'approcher. Certains habitants des villages environnants affirment que, lorsqu'un orage se prépare, il n'est pas rare de voir un âne noir déambuler sans bruit au milieu des herbes, comme s'il cherchait encore la femme qui l'avait abandonné. Mais quand on s'approche, l'animal s'évapore, ne laissant derrière lui qu'un silence angoissant et une sensation oppressante, comme si quelque chose flottait encore dans l'air, invisible mais bien présent. À l'écart du village de Caron, dissimulé derrière une allée de platanes centenaires, le manoir du pré Fantasty se dresse, imposant et silencieux. Son architecture austère tranche avec le paysage provençal environnant. Les murs épais, rongés par le temps, sont marqués de fissures profondes, et les volets clos semblent dissimuler un secret que personne n'ose troubler.
On dit que les rares visiteurs qui s'aventurent à proximité ressentent un malaise diffus, une impression d'être observés sans jamais voir qui que ce soit. L'histoire du manoir remonte au XVIIe siècle. Il appartenait alors à deux frères, Étienne et Léonard de Montclar, des nobles fascinés par l'alchimie et les sciences occultes. Tandis que Léonard menait une vie mondaine à Avignon, Étienne, l'aîné, restait enfermé dans son domaine, menant des expériences étranges, cherchant le secret de la transmutation des métaux et, disait-on, la pierre philosophale. Les villageois évitaient le domaine. Des bruits inquiétants s'échappaient du manoir à la nuit tombée, des lumières dansaient derrière les fenêtres hautes, et certains affirmaient voir des ombres se mouvoir dans les jardins sans qu'aucun être humain ne soit visible. L'air y était lourd, chargé d'une tension qui semblait palpable. Un jour, Léonard revint au manoir après une longue absence. Il trouva son frère amaigri, les traits tirés, le regard hanté par une fièvre qui ne semblait pas physique. Étienne lui parla de ses recherches, de ses découvertes, de ce qu'il s'apprêtait à accomplir. Il était à la veille d'une révélation, il en était certain. Léonard, sceptique, se moqua de lui. Une dispute éclata. Les mots se firent plus durs, les accusations plus violentes. Dans un accès de rage, Léonard poussa son frère. Étienne trébucha, heurta un meuble massif et s'effondra. Léonard recula, le souffle court. Son frère ne bougeait plus. Un mince filet de sang s'échappait de son crâne fracassé. Pris de panique, Léonard décida de cacher le corps. Il descendit son frère dans les caves du manoir et l'ensevelit sous les dalles de pierre. Dès lors, il vécut seul dans la demeure, rongé par la culpabilité. Il croyait entendre, la nuit, des bruits de pas dans les couloirs, des murmures indistincts qui résonnaient sous les hautes voûtes. Les cierges s'éteignaient sans raison, et l'air devenait glacial, même en plein été. Au bout de quelques mois, Léonard quitta le manoir en courant, hurlant qu'il voyait son frère dans chaque recoin. On le retrouva errant sur la route, hébété, incapable d'expliquer ce qui s'était réellement passé. Il ne remit jamais les pieds à Caron. Depuis, le manoir est resté vide. Ceux qui ont tenté d'y pénétrer affirment avoir senti une présence lourde, oppressante. Certains racontent avoir entendu un râle sourd s'élever des profondeurs de la maison, comme si quelque chose cherchait à remonter du sol. D'autres assurent que, certains soirs, une silhouette trouble apparaît derrière les fenêtres du deuxième étage, immobile, observant les intrus avant de disparaître. Peu à peu, le manoir est tombé dans l'oubli. Les ronces ont envahi les jardins, les murs se sont fissurés. Pourtant, même à distance, même pour ceux qui ne croient pas aux fantômes, un détail demeure troublant, aucun oiseau ne chante autour du domaine. Pas un seul. Comme si la nature elle-même savait qu'ici, quelque chose ne reposera jamais en paix. À quelques kilomètres d'Aix-en-Provence, dans un coin reculé où la nature a repris ses droits, se dresse un rocher dont l'apparence tourmentée rappelle les vestiges d'un combat ancien. Les anciens l'appellent le rocher du dragon, et ceux qui connaissent son histoire évitent d'y poser les pieds après la tombée de la nuit. Il y a plusieurs siècles, bien avant que la ville d'Aix ne devienne un centre intellectuel et culturel, cette région était en proie à une terreur que nul n'osait affronter. Une créature monstrueuse, immense, aux écailles noires et aux ailes membraneuses, se cachait dans les profondeurs d'une grotte sous le rocher. Ce dragon, que l'on nommait Drac en provençal, ne montrait que rarement son corps, mais son ombre planait toujours sur la vallée. Les premiers témoignages remontent aux temps médiévaux. Les bergers, redescendant des collines avec leurs troupeaux, racontaient avoir vu une silhouette monstrueuse se faufiler entre les pierres. Des voyageurs disparus ne laissaient derrière eux que des restes de vêtements déchirés, retrouvés au matin flottant au gré du vent. Lorsque des enfants commencèrent à disparaître à leur tour, l'inquiétude se mua en terreur. On tenta d'abord d'amadouer la bête. Des offrandes furent déposées au pied du rocher, du bétail, des pièces d'or, même des objets bénis par les prêtres d'Aix. Rien n'y fit. Puis, des chasseurs et des mercenaires furent envoyés. Aucun ne revint. Leur mission se terminait toujours de la même manière, un silence pesant, et plus jamais de nouvelles. C'est un jour d'automne que saint André, un prêtre errant, arriva à Aix.
Il avait entendu parler du dragon et de la peur qui enserrait la ville. Là où d'autres fuyaient, il décida d'affronter la créature. Armé d'une simple croix et d'un bâton, il gravit le sentier menant au rocher et se tint devant l'entrée béante de la caverne, attendant que la bête apparaisse. Ce qu'il vit, aucun écrit ne le rapporte avec précision. Certains disent qu'il découvrit un monstre hideux, d'autres prétendent qu'il trouva un être aux yeux tristes, épuisé par des siècles de solitude et de peur. Toujours est-il que saint André leva sa croix et prononça des paroles dans une langue oubliée. Un hurlement résonna à travers les collines, si puissant qu'il fit trembler les fondations de la ville d'Aix. La terre elle-même sembla se soulever, et une lumière éclatante jaillit du rocher. Lorsque le silence retomba, le dragon avait disparu. À sa place, un immense bloc de pierre s'élevait, comme figé dans l'instant de sa dernière lutte. Son enchevêtrement de forme évoquait encore les vestiges d'une aile, la courbure d'un cou, la gueule ouverte d'un monstre criant sa dernière douleur. Depuis ce jour, plus aucun être vivant ne fut enlevé. Mais les villageois évitèrent longtemps ce rocher, convaincus que le dragon n'était pas mort, seulement endormi dans la pierre, attendant qu'un jour, peut-être, quelqu'un prononce les mots capables de le réveiller. Les plus sceptiques diront qu'il ne s'agit que d'une légende, une fable née pour expliquer la forme singulière d'un simple amas rocheux. Mais les anciens d'Aix, eux, se souviennent. Ils disent que lorsque le Mistral souffle trop fort sur la ville, un bruit sourd monte des collines, comme un grondement lointain qui résonne sous la pierre. Comme un battement d'ailes oubliées, prêt à reprendre son envol. Les eaux calmes du Rhône dissimulent parfois des histoires que le temps n'efface pas. Tarascon, ville aux remparts imposants, garde en son sein une légende plus ancienne encore que ses pierres, celle de la Tarasque, un monstre qui aurait semé la terreur bien avant que les hommes n'aient osé bâtir leur demeure sur ces terres. L'histoire remonte à une époque incertaine, où la nature sauvage régnait sans partage sur les rives du fleuve. Un immense reptile, à mi-chemin entre le dragon et la chimère, aurait élu domicile dans une caverne proche des berges. Sa peau était aussi dure que la pierre, son corps massif se mouvait avec une lenteur trompeuse, et sa gueule, garnie de crocs effilés, engloutissait sans distinction bête et homme. Les premiers témoignages évoquaient des disparitions étranges. Un pêcheur ne rentrait pas chez lui, un troupeau semblait s'être volatilisé, un voyageur en route vers la Provence ne donnait plus signe de vie. Au début, les habitants n'y voyaient que les caprices d'une nature indomptable. Mais bientôt, les récits devinrent plus précis. Des témoins parlaient d'une silhouette monstrueuse émergeant des eaux, de rugissements sourds résonnant à la tombée de la nuit. La peur s'installa. Personne n'osait plus s'approcher du fleuve à la nuit tombée. Les villageois placèrent des pièges, des appâts empoisonnés, envoyèrent des chasseurs. Rien n'y fit. Le monstre semblait insensible aux armes et aux ruses des hommes. Certains commencèrent à croire qu'il s'agissait d'une créature maudite, un châtiment tombé du ciel, une punition dont ils ignoraient la faute. Le désespoir grandissant, on fit appel aux saints et aux moines. C'est alors que Marthe, une femme d'une piété exceptionnelle, arriva dans la région. Originaire de Judée, elle parcourait les terres du sud, prêchant et guérissant les âmes tourmentées. Lorsqu'elle entendit parler de la bête, elle ne fit ni mine de s'effrayer ni de douter. Sans armes, sans escorte, elle s'approcha des rives du Rhône, avançant d'un pas lent mais assuré vers la tanière du monstre. Les habitants de Tarascon la regardèrent partir, convaincus qu'elle ne reviendrait pas. Pourtant, à peine une heure plus tard, la bête fut aperçue, avançant derrière Marthe, domptée comme un chien obéissant. Sa fureur s'était éteinte, son regard n'exprimait plus rien d'autre qu'une soumission totale. Marthe n'avait usé ni de force ni de menace. Elle lui avait simplement parlé, murmurant des paroles que seuls les anges auraient pu entendre. La Tarasque fut menée au village sous les yeux médusés des habitants. Mais si le monstre ne représentait plus une menace, la peur et la haine ne s'éteignirent pas pour autant. Croyant y voir un ultime sursaut du mal, ou peut-être simplement en quête de vengeance, les villageois se ruèrent sur l'animal et le massacrèrent à coups de lance et de pierre. Lorsque la bête s'effondra, Marthe ne prononça aucun mot. Elle regarda la foule, le sang se mêlant à la poussière, puis s'éloigna sans un regard en arrière. Certains dirent qu'elle pleurait.
Depuis, le souvenir de la Tarasque est resté inscrit dans la mémoire de la ville. On la représente encore sur les armoiries, on la célèbre lors de fêtes, mais derrière les chants et les légendes, une question demeure en suspens. Était-ce vraiment un monstre? Ou bien était-ce qu'une créature incomprise, une force brute de la nature, crainte par des hommes incapables d'accepter ce qui leur échappait? Quoi qu'il en soit, le Rhône garde son secret, et les nuits de pleine lune, certains affirment entendre, au creux du vent, un râle étouffé venant des profondeurs du fleuve. Dans les replis sauvages des gorges du Verdon, entre falaises abruptes et forêts impénétrables, se cachent les grottes de Saint-Morin. Nichées au creux d'une paroi rocheuse, elles se dévoilent sous la forme d'un enchevêtrement de cavités humides où l'eau suinte en permanence, dessinant des stalactites qui semblent prêtes à s'effondrer à tout instant. Ceux qui s'y aventurent ressentent souvent une impression d'oppression, comme si l'air lui-même pesait plus lourd qu'ailleurs. L'histoire de ces grottes est ancienne, mêlée aux légendes chrétiennes et aux croyances plus sombres que l'Église a toujours tenté de faire oublier. On raconte que Saint-Morin, un ermite du Vie-siècle, s'y était retiré pour vivre en ascèse, loin des hommes. Il y priait jour et nuit, s'abreuvant des eaux qui ruisselaient des parois, trouvant refuge dans l'obscurité du roc. Mais d'autres récits affirment qu'il n'était pas seul dans ces profondeurs. Les villageois d'alors parlaient d'une présence tapie dans l'ombre, une entité que le saint homme aurait tenté d'affronter par la prière. Selon les écrits d'un moine anonyme du XIIIe siècle, une force invisible hantait ces lieux bien avant l'arrivée de Morin. Des bruits inexpliqués résonnaient dans les cavernes, des ombres mouvantes se dessinaient sur les parois, et parfois, des cris étouffés s'échappaient des entrailles de la montagne. Saint-Morin, convaincu qu'il s'agissait d'un démon, décida de mener un exorcisme. Pendant des jours, il jeûna et récita des prières jusqu'à ce qu'un phénomène étrange se produise. Un grondement sourd secoua la caverne, l'eau claire se troubla et un vent glacial se mit à souffler du fond des galeries, comme si une force enfouie cherchait à s'échapper. Quand les villageois vinrent lui rendre visite, ils ne trouvèrent que son bâton et son livre de prière. Le corps du saint homme avait disparu. Certains dirent qu'il avait été emporté par l'entité qui l'avait défié, d'autres qu'il avait fusionné avec la roche elle-même, devenant l'âme protectrice de la montagne. Mais à partir de ce jour, plus personne n'osa pénétrer dans les grottes après la tombée de la nuit. Les siècles passèrent et les légendes persistèrent. Certains pèlerins affirmaient entendre des murmures à l'entrée des cavernes, une litanie monocorde qui s'élevait des profondeurs sans que personne n'en trouve l'origine. Des bergers racontaient avoir vu une silhouette fantomatique errer sur les falaises, un homme drapé d'un manteau de bure, le regard perdu dans le vide. Au VIe siècle, un groupe d'explorateurs décida de cartographier les grottes. Équipés de lampes à huile et de cordes, ils s'enfoncèrent dans le labyrinthe souterrain. Mais au bout de quelques heures, ils ressortirent précipitamment, le teint livide et les yeux écarquillés. Aucun d'eux ne parla jamais de ce qu'ils avaient vu. Seul l'un d'eux, sur son lit de mort, murmura une phrase avant de rendre son dernier souffle. Ce n'était pas humain. Aujourd'hui encore, les grottes de Saint-Morin attirent les curieux, mais peu aussi attardés trop longtemps. Ceux qui s'y aventurent en solitaire racontent parfois que l'écho y est étrange, comme s'il répondait aux questions avant même qu'elles ne soient posées. Certains parlent d'une sensation de regard, invisible mais omniprésent. D'autres affirment que, si l'on reste silencieux assez longtemps, on peut entendre, dans les profondeurs, le murmure d'une voix lointaine qui récite des prières dans une langue oubliée. Aux abords du petit village de Cruy, au pied de la montagne de Lure, une faille béante s'ouvre dans le sol. Profonde et ténébreuse, elle avale la lumière et exhale un souffle froid, même en plein été. On l'appelle l'abîme de Cruy, et depuis des siècles, il nourrit les murmures et les légendes. Les bergers l'évitent, les chasseurs font un détour, et ceux qui s'y aventurent seuls n'en parlent jamais en revenant. L'histoire la plus troublante remonte à plusieurs siècles, lorsqu'un jeune prêtre du nom de Jean de Montauban s'intéressa de trop près au mystère de l'abîme. On raconte que, fasciné par les rumeurs, il voulut percer le secret de cette faille que l'on disait sans fond. Les villageois tentaient de l'en dissuader. Certains affirmaient qu'il s'agissait d'une porte vers l'enfer, d'autres évoquaient des disparitions inexpliquées. Des bêtes y étaient englouties sans jamais réapparaître,
et des sons incompréhensibles résonnaient parfois des entrailles de la terre. Jean n'en crut rien. Homme de foi et de raison, il pensait que ces histoires n'étaient que superstitions. Il décida donc de descendre lui-même dans la faille, muni d'une torche et d'une corde solidement attachée. Il avança lentement, prudemment, scrutant les parois sombres. L'air était lourd, étouffant, comme si quelque chose y respirait lentement. Plus il descendait, plus un malaise grandissait en lui. À mi-parcours, un bruit surmonta des profondeurs, un écho indistinct qui n'appartenait à aucun être vivant qu'il connaissait. Il hésita, voulut remonter, mais la curiosité fut plus forte. Puis, tout bascula. La torche trembla entre ses doigts, la flamme dansa une dernière fois avant de s'éteindre brutalement, comme si quelque chose l'avait soufflé. L'obscurité l'engloutit entièrement. Jean sentit son cœur s'emballer. L'air devint glacial, si froid que sa peau se couvrit de givre en quelques secondes. Et c'est alors qu'il l'entendit. Un souffle. Lourd, lent, tout près de lui. Il n'osait pas bouger, paralysé par une peur instinctive, viscérale. Puis, quelque chose effleura son épaule. Ce n'était pas une main, ni un animal. Ce n'était pas tangible, mais il sentit son corps entier se raidir, comme si une force invisible le traversait. Il hurla et tira frénétiquement sur la corde. Les hommes en haut, alertés par son cri, remontèrent la corde de toute leur force. Jean jaillit de l'abîme, mais lorsqu'ils le déposèrent sur le sol, son visage avait changé. Ses yeux, autrefois vifs et pleins de détermination, étaient vides, fixant un point que personne ne pouvait voir. Il tremblait, incapable de prononcer un seul mot. Il ne reparla plus jamais. Il passa le reste de ses jours dans un mutisme absolu, errant dans le village comme une ombre, le regard fuyant. Certains disent qu'il murmurait parfois, dans son sommeil, des mots dans une langue que personne ne comprenait. D'autres affirment qu'il ne dormait plus, qu'il restait assis des nuits entières, l'oreille tendue vers l'abîme. Lorsqu'il mourut, son corps fut retrouvé recroquevillé dans un coin de sa chambre, les traits figés dans une expression de terreur absolue. Personne ne sut jamais ce qu'il avait vu au fond de l'abîme. Depuis, l'endroit est resté désert. Les anciens préviennent encore les curieux, il ne faut pas trop s'approcher. Certains disent que, lorsqu'on s'arrête au bord et qu'on écoute attentivement, on peut entendre un murmure, très faible, monter des profondeurs. Un chuchotement incompréhensible, mais dont le ton glacé ne laisse aucun doute sur sa nature. Il n'appelle pas à l'aide. Il invite à descendre. Les Baux de Provence, perchés sur leur éperon rocheux, offrent une vue imprenable sur la garrigue et les plaines alentours. Mais au pied de cette majesté se trouve un lieu que peu osent approcher une fois la nuit tombée. Une vallée sinistre, creusée par des millénaires d'érosion, dont les formes torturées semblent figées dans une grimace silencieuse. On l'appelle le Val d'Enfer, un nom qui n'a rien d'anodin. Les anciens affirment que Dante, lors de son passage en Provence, s'en serait inspiré pour décrire les enfers dans la Divine Comédie. Il aurait vu dans ces falaises rongées par le vent une vision du châtiment éternel, une terre marquée par la colère des dieux ou par la folie des hommes. Mais cette vallée n'est pas seulement un décor lugubre, elle porte en elle une histoire bien plus sombre, une histoire que le temps n'a jamais effacée. Au Moyen Âge, le Val d'Enfer était déjà un lieu de mauvais augure. On y racontait que des cérémonies impies s'y déroulaient, que des silhouettes encapuchonnées venaient s'y rassembler en silence sous la lueur tremblante des torchers. Certains parlaient de sacrifices oubliés, de pactes murmurés entre des rochers trop silencieux. Lors des nuits de pleine lune, des cavaliers vêtus de noir descendaient dans la vallée et disparaissaient entre les ombres, comme engloutis par les ténèbres elles-mêmes. Mais c'est au XVIe siècle que la vallée s'entoura d'une réputation encore plus funeste. Une femme, une guérisseuse venue d'Italie, s'y installa et commença à vendre ses remèdes aux habitants des Baux. Elle disait connaître les secrets des plantes, maîtriser les énergies invisibles qui parcouraient la terre. Au début, on la respectait, puis, comme toujours, la crainte s'installa. Les récoltes commencèrent à dépérir sans raison, les bêtes mouraient inexplicablement dans les enclos, et bientôt, on accusa la femme de sorcellerie. Un soir d'hiver,
une foule en colère descendit dans le val d'enfer, des torchers à la main. Ils l'arrachèrent à sa cabane et l'entraînèrent au centre de la vallée, là où les rochers forment une sorte de cercle naturel, comme un amphithéâtre oublié. Ils la bâtirent, l'attachèrent à un pieu, et lorsque l'aube se leva, il ne restait d'elle que des cendres dispersées par le vent glacé. Mais si elle mourut ce jour-là, son esprit ne quitta jamais la vallée. Dès la nuit suivante, des plaintes furent entendues, portées par le vent qui serpente entre les roches. Une ombre fut aperçue, immobile au sommet d'une falaise, observant en silence les rares voyageurs qui s'égaraient en ces lieux. Certains racontèrent que, lors des tempêtes, des flammes semblaient danser sur le sol, comme si un feu invisible continuait de brûler, alimenté par une colère qui ne s'était jamais éteinte. Les superstitions s'amplifièrent. On dit que si l'on marche seul dans le val d'enfer et que l'on prononce le nom de la femme 3 fois, une bourrasque surgit de nulle part et fait vaciller la lumière des lanternes. Parfois, des voix chuchotées s'élèvent dans l'air, incompréhensibles mais menaçantes. Les artistes et écrivains qui visitèrent la région au VIe siècle ressentirent cette atmosphère oppressante. Certains en parlèrent comme d'un lieu de malédiction, où le sol lui-même semble absorber la lumière du jour. Coïncidence ou non, plusieurs de ceux qui s'y aventurèrent seuls furent retrouvés hagards, incapables de dire ce qu'ils avaient vu ou entendu. Aujourd'hui, le Val d'Enfer est un site touristique, un lieu de randonnée et de spectacle de son et lumière. Mais ceux qui connaissent son passé savent que la roche n'oublie jamais. Et que parfois, lorsque la nuit tombe et que le vent se lève, on peut encore entendre, dans le silence écrasant, un souffle amer, un soupir lointain, venu d'un temps où les flammes léchaient les pierres, et où une femme, abandonnée aux ténèbres, lançait sa dernière malédiction. Les Baux-de-Provence, terre de seigneurs et de chevaliers, portent en elles bien plus que des ruines majestueuses et des histoires de conquête. Au détour des sentiers escarpés, à travers les vestiges des anciennes fortifications, une légende persiste, murmurée par les anciens, celle de la chèvre d'or, gardienne d'un trésor que nul n'a jamais pu approcher. L'histoire remonte à l'époque où les Sarrasins dominaient encore certaines terres du sud de la France. On raconte qu'un chef mort, chassé par les armées chrétiennes, trouva refuge dans les collines rocailleuses des Baux. Avec lui, il transportait un butin colossal, de l'or, des pierres précieuses, des objets d'une valeur inestimable, pillés au fil des batailles. Il savait que ses jours étaient comptés et qu'il ne pourrait pas fuir éternellement. Il décida donc de cacher son trésor dans une grotte secrète, quelque part sous la forteresse. Mais un butin de cette envergure ne pouvait être laissé sans protection. Selon la légende, le chef mort utilisa ses dernières forces pour invoquer une créature surnaturelle, une chèvre au pelage d'or pur, aux yeux aussi brillants que des émeraudes. Elle seule serait capable de garder son trésor, veillant à ce que personne ne puisse jamais s'en emparer. Les années passèrent, les Sarrasins furent repoussés, et le seigneur des Baux régna sur la région. Mais la légende de la chèvre d'or se répandit comme une rumeur persistante. On disait que certains l'avaient aperçue au crépuscule, trottant silencieusement entre les rochers, disparaissant d'un bond dans l'ombre des falaises. Ceux qui avaient tenté de la suivre ne revinrent jamais, engloutis par les entrailles de la montagne. Au fil du temps, de nombreux aventuriers se mirent en quête du trésor. Certains cherchaient la grotte en creusant sous les ruines du château, d'autres tentaient de capturer la chèvre, pensant qu'elle les mènerait à la fortune. Aucun ne réussit. Ceux qui la voyaient trop longtemps étaient pris d'un vertige étrange, comme si le monde autour d'eux se déformait. Certains perdaient le sens du temps, errant pendant des heures avant de retrouver leur chemin sans jamais se souvenir du moment exact où ils s'étaient égarés. Une légende plus sombre circule encore parmi les habitants des Baux. On raconte que, si quelqu'un parvenait à attraper la chèvre d'or, elle s'immobiliserait et fixerait son ravisseur de ses yeux étincelants. Il suffirait alors de la suivre, de la laisser guider ses pas jusqu'à la caverne secrète. Mais ceux qui ont essayé et qui ont réussi à la toucher racontent une toute autre histoire. Lorsqu'on pose la main sur elle, son pelage, d'abord chaud et soyeux, devient froid et rugueux, semblable à une pierre glacée. Les yeux d'émeraude deviennent noirs, vides. Et au moment où l'on pense avoir remporté la victoire, tout bascule. Le sol se dérobe, les rochers se referment, et la lumière disparaît.
Ce qui attend ceux qui ont osé s'approcher trop près, personne ne le sait. Car aucun d'entre eux n'a jamais reparu. Certains croient encore que le trésor des Sarrasins sommeille quelque part, profondément enfoui sous la roche. Mais la plupart des habitants savent qu'il vaut mieux ne pas chercher à réveiller ce qui dort sous les baux. Quand le Mistral souffle fort à travers les ruines, certains affirment entendre, entre les bourrasques, le bruit léger de sabots trottinant sur la pierre. Un son furtif, insaisissable, comme un dernier avertissement pour ceux qui seraient tentés par la richesse. Car ici, dans ces terres chargées d'histoire, il est des trésors que l'on ne peut posséder sans en payer le prix. Au large de Cannes, l'île Sainte-Marguerite se dresse comme un fragment d'histoire figé dans le temps. Entre ses pinettes silencieuses et ses sentiers escarpés, elle abrite une prison séculaire, le Fort Royal, dont les murs épais ont vu défiler des prisonniers oubliés, des âmes réduites au silence par les secrets d'État. Mais parmi eux, un captif se distingue, une énigme que l'histoire n'a jamais su percer, l'homme au masque de fer. Son identité véritable reste un mystère. Était-il le frère jumeau de Louis XIV, comme certains l'ont prétendu? Un noble disgracié, un conspirateur réduit au silence? Personne ne sait avec certitude qui il était. Tout ce qui est certain, c'est qu'il passa des années enfermé dans une cellule obscure du Fort Royal, sous la surveillance constante d'un geôlier qui ne devait jamais lui adresser la parole. Ce qui frappe, ce n'est pas seulement son anonymat, mais la rigueur de son emprisonnement. Son visage était dissimulé sous un masque de métal, dont il ne pouvait jamais se défaire. Aucun visiteur ne pouvait l'apercevoir, aucun échange ne devait révéler son histoire. Même son nom fut effacé des registres, comme si son existence même était un crime qu'il fallait abolir. Mais c'est après sa mort que le mystère prit une dimension plus inquiétante. Le Fort Royal, aujourd'hui partiellement ouvert au public, conserve intacte la cellule du masque de fer. Un espace étroit, sombre, où l'air semble encore chargé d'un poids invisible. Les guides et les visiteurs racontent que, dès que l'on pénètre dans la pièce, une sensation d'oppression s'installe. L'air est plus froid qu'ailleurs. Certains disent qu'ils ressentent une présence, une ombre qui ne devrait pas être là. Les gardiens du fort rapportent des phénomènes troublants. Des bruits de pas dans les couloirs déserts, des portes qui grincent sans raison, des murmures indistincts qui semblent résonner entre les murs. Certains, plus sceptiques, pensent qu'il ne s'agit que du vent s'engouffrant dans les vieilles pierres. Mais ceux qui ont dormi une nuit dans le fort ne sont pas du même avis. En 1977, un historien passionné par le mystère du masque de fer obtint l'autorisation de passer une nuit seul dans la cellule. Il voulait comprendre, ressentir ce qu'avait pu vivre le prisonnier le plus secret de France. Il installa un carnet, un magnétophone, et s'allongea sur la simple paillasse de la cellule. Au petit matin, il fut retrouvé dans un état de choc, incapable d'expliquer ce qui s'était passé. Son carnet, ouvert devant lui, ne contenait qu'une phrase, répétée des dizaines de fois, d'une écriture tremblante. « Je suis là ». Il ne reparla jamais du masque de fer. Depuis, des enquêteurs du paranormal ont tenté d'enregistrer des sons, de capter d'éventuelles manifestations. Plusieurs bandes audio contiennent des bruits étranges, des souffles, des grattements. Une voix, parfois, à peine audible, comme un soupir étouffé derrière un mur de pierre. Peut-être que l'homme au masque de fer, effacé de l'histoire de son vivant, continue à hanter ces lieux, cherchant désespérément à être reconnu, à retrouver un nom. Mais peut-être aussi que son secret était si terrible qu'il ne doit jamais être révélé. Et que même dans la mort, il est condamné au silence éternel. Là où la Sorgue jaillit des entrailles de la terre, dans un gouffre insondable bordé de falaises, s'étend un lieu à la beauté trompeuse. La fontaine de Vaucluse, source mystérieuse dont personne ne voit le fond, a fasciné voyageurs et poètes depuis des siècles. Mais derrière son eau cristalline et son décor enchanteur, elle cache une histoire bien plus sombre. Les anciens racontent qu'un être monstrueux y vivait autrefois, tapi sous la surface, invisible aux yeux des hommes. On l'appelait le coulobre, un dragon sans ailes au corps sinueux, aux écailles rugueuses comme la pierre, aux yeux rouges comme des braises éteintes.
le coulobre était une bête patiente. Il ne surgissait pas brusquement des eaux pour attaquer ses proies, il attendait. Il restait caché dans les ténèbres liquides, silencieux, et lorsque quelqu'un s'approchait trop près, il n'avait qu'à ouvrir sa gueule et à aspirer l'eau d'un coup. La victime était entraînée sous la surface en un instant, avalée par le néant. Les disparitions se multiplièrent. Les bergers perdirent leurs troupeaux, les pêcheurs ne revinrent plus de leurs expéditions. Les jeunes enfants du village recevaient des avertissements sévères, ne jamais, sous aucun prétexte, s'approcher du gouffre. Pourtant, la curiosité était plus forte que la peur, et toujours, de temps en temps, quelqu'un osait défier l'interdit. Et toujours, le coulobre finissait par se repaître. On raconte que l'évêque Véran de Cavaillon, homme de foi et de courage, décida de débarrasser la région de la créature. Il descendit à la fontaine, seul, avec pour seules armes sa croix et sa foi. Il se tint sur la rive et attendit. L'eau, d'abord calme, commença à bouillonner. Une brume étrange s'éleva, et une masse sombre émergea lentement du gouffre. Le coulobre, réveillé, apparaissait pour la première fois aux yeux d'un homme. La légende ne dit pas exactement ce qui se passa. Certains racontent que Véran brandit sa croix et prononça des paroles si puissantes que la créature, terrassée, fut contrainte de fuir loin de Vaucluse. D'autres affirment qu'un combat s'engagea, que l'évêque lutta toute la nuit contre le monstre avant de le bannir d'un ultime coup de prière. Mais une chose est certaine, à partir de ce jour, plus personne ne disparut dans la fontaine. L'eau, autrefois troublée, devint d'une clarté parfaite. Le coulobre ne revint jamais. Pourtant, quelque chose de son ombre semble être resté. Lors des crues, lorsque la sorgue gronde et que le niveau monte, certains disent voir une silhouette indistincte se dessiner sous la surface. Un reflet fugace, une forme sombre, un battement d'ondes qui ne semble pas être causé par le courant. Les plongeurs modernes, équipés des meilleures technologies, ont tenté d'explorer le gouffre. Aucun n'a jamais trouvé son fond. Plus ils descendent, plus la lumière disparaît, et plus l'eau devient noire. Certains ont ressenti une étrange sensation, comme si quelque chose les observait. Et il arrive encore que des pêcheurs, au lever du jour, trouvent leurs filets déchirés sans raison apparente. Comme si quelque chose, dans les profondeurs insondables, continuait de veiller, invisible, patient, attendant que l'on oublie son existence. Au cœur de la Camargue, là où le Rhône se jette dans la mer, s'élève un sanctuaire dont l'histoire se perd dans la nuit des temps. L'église fortifiée des Saintes Maries de la Mer, massive et silencieuse, abrite en son sein une statue mystérieuse, vénérée depuis des siècles par les gitans et les pèlerins, la Vierge Noire, une figure à l'aura aussi fascinante qu'inquiétante. La statue représente Sainte Sarah, ou Sarah la Kali, la patronne des gitans. Son origine est entourée de légendes et de récits contradictoires. Certains affirment qu'elle était une servante ayant accompagné Marie Jacobée et Marie Salomé, venues de Terre Sainte en Provence après la crucifixion du Christ. D'autres la considèrent comme une divinité païenne, une survivance des cultes antiques, que le christianisme n'aurait jamais totalement effacée. Mais ce n'est pas seulement son histoire qui intrigue. C'est sa présence même. La Vierge Noire repose dans une crypte obscure, où seule une faible lumière vacille sur son visage impassible. Elle est drapée de vêtements somptueux, recouverte de tissus colorés, parée d'or et de bijoux offerts par des générations de fidèles. Chaque année, lors du pèlerinage de mai, elle est portée en procession jusqu'à la mer, entourée de chants et de prières. Mais certains affirment que, hors de ces jours de ferveur, l'atmosphère qui règne autour d'elle change. Les habitants racontent que, certaines nuits, la crypte semble respirer. L'air y devient plus lourd, presque électrique. Des pèlerins affirment avoir ressenti un vertige inexplicable en s'approchant trop près, comme si un regard invisible pesait sur eux. Il arrive que des cierges s'éteignent soudainement, sans courant d'air apparent, ou que des murmures indistincts résonnent sous la voûte. Au XVIIIe siècle, un prêtre fraîchement nommé à l'église des Saintes Maries de la Mer, sceptique face au rituel entourant la statue, tenta d'interdire son culte. Il ordonna que l'on retire ses vêtements et ses bijoux, jugeant ses offrandes contraires à la pureté chrétienne. Mais à peine la statue fut-elle dépouillée que des événements troublants commencèrent à se produire.
Les nuits suivantes, des bruits de pas résonnèrent dans la crypte alors qu'elle était vide. Le prêtre lui-même raconta, dans une lettre adressée à son évêque, qu'il avait entendu une voix féminine murmurer son nom alors qu'il priait dans la nef. Pris d'une angoisse croissante, il ordonna finalement que la statue soit restaurée dans son état d'origine. Dès qu'elle retrouva ses ornements, le silence revint. Aujourd'hui encore, la Vierge Noire inspire autant la vénération que l'inquiétude. Certains la considèrent comme une sainte, d'autres comme une survivance d'un culte plus ancien, plus profond. Ceux qui connaissent la légende évitent de la regarder trop longtemps dans les yeux. Car on dit que, sous l'or et les étoffes, sous le bois sculpté et les offrandes, quelque chose d'indéfinissable demeure. Quelque chose qui veille et qui attend. Le long de la Durance, ce fleuve capricieux qui traverse la Provence, les anciens racontent une histoire que l'on chuchotait autrefois aux enfants pour les empêcher de s'approcher des berges. Une histoire qui, bien plus qu'un simple conte, porte en elle l'écho d'une peur viscérale, celle d'une créature insaisissable qui, dit-on, hante encore les eaux sombres du fleuve. On l'appelle le drac. Ce nom revient dans plusieurs régions du sud de la France, désignant un être mystérieux, un esprit des eaux, un démon changeant. Mais le drac de la Durance n'est pas qu'une légende parmi d'autres. Ceux qui ont grandi près du fleuve le savent, la Durance est traîtresse. Elle semble calme en surface, mais ses courants sont perfides, prêts à happer quiconque s'y aventure trop loin. Et parfois, ce n'est pas l'eau qui emporte les imprudents. L'histoire la plus célèbre remonte au XIIIe siècle, dans un village proche de Cavaillon. Une jeune lavandière, prénommée Agnès, disparaît sans laisser de traces alors qu'elle travaillait au bord du fleuve. Ses affaires sont retrouvées intactes, son linge étalé sur les pierres, mais d'elle, aucune trace. On la cherche pendant des jours. En vain, jusqu'au soir où elle revient. Mais elle n'est plus la même. Son visage est livide, ses yeux fixes. Elle ne parle plus, elle ne mange plus. Elle semble avoir oublié son propre nom. Lorsqu'on l'interroge sur ce qui lui est arrivé, elle se contente de murmurer un mot, encore et encore, drac. Les habitants du village comprennent alors. Les légendes disaient que le drac pouvait prendre une apparence humaine, celle d'un homme élégant aux yeux étranges. Il séduisait ses victimes, les attirait près de l'eau, puis les entraînait dans son royaume immergé, sous les reflets trompeurs du fleuve. Ceux qui revenaient n'étaient plus tout à fait des êtres humains. Ils étaient vides, hantés par ce qu'ils avaient vu sous la surface. Agnès ne survécut pas longtemps. Une nuit, alors qu'elle errait sans but, elle se jeta dans la Durance sans un cri. Son corps ne fut jamais retrouvé. Après cette tragédie, plus personne ne voulut approcher le fleuve à la tombée du jour. Les générations passèrent, et la peur s'estompa, mais jamais totalement. Les pêcheurs de la Durance savent qu'il ne faut jamais fixer trop longtemps l'eau lorsqu'elle est immobile. Certains racontent que, dans les reflets de la lune, on peut apercevoir une silhouette qui n'est pas la leur. Un regard qui n'est pas le leur. Au cœur du massif de la Sainte-Baume, un lieu sacré s'étend sous l'ombre des grands hêtres. Une forêt ancienne, préservée depuis des siècles, où l'on dit que les arbres eux-mêmes veillent sur un secret plus ancien que les hommes. Ceux qui s'y aventurent ressentent immédiatement une atmosphère étrange, un silence qui n'est pas vide, mais habité. Ici, tout semble figé hors du temps. Les récits liés à cette forêt remontent au 1er siècle du christianisme. On raconte que Marie-Madeleine, après avoir fui la Judée, serait venue chercher refuge dans une grotte creusée dans la falaise, au sommet de la montagne. Pendant 30 années, elle aurait vécu en ermite, priant dans la solitude, se nourrissant seulement de l'eau qui suintait des roches et des rares baies sauvages. Mais ce n'est pas seulement la sainte qui imprègne ces bois d'un mystère troublant. Depuis des temps immémoriaux, bien avant qu'elle ne vienne s'y retirer, cette forêt était déjà considérée comme sacrée. Les Celtes y voyaient un lieu de passage entre les mondes, un sanctuaire où druides et chamans venaient accomplir des rites oubliés. Plus tard, les Romains eux-mêmes évitèrent de défricher ces terres, murmurant que quelque chose y veillait. Même après la christianisation de la région, les croyances anciennes ne disparurent jamais totalement.
Des ermites s'installèrent dans les grottes, poursuivant une tradition de solitude et de méditation, mais certains parlaient de phénomènes qu'ils ne pouvaient expliquer. Des brumes épaisses surgissaient sans prévenir, même en plein été, enveloppant les chemins et effaçant toute orientation. Des chants, semblables à des prières lointaines, résonnaient parfois entre les arbres, sans qu'aucune voix humaine n'en soit à l'origine. Mais c'est surtout une histoire, transmise de génération en génération, qui alimente les frissons. Au XVIIe siècle, un groupe de bûcherons tenta de couper plusieurs arbres dans la forêt. Ils étaient venus de villages lointains, indifférents aux légendes locales, pensant que ces histoires n'étaient que des superstitions destinées à préserver la nature. Ils commencèrent à abattre un premier être. Lorsque la lame de la hache entailla l'écorce, un cri se fit entendre. Un cri humain, déchirant, comme si le bois lui-même hurlait de douleur. Effrayés, les hommes reculèrent, mais l'un d'eux, plus sceptique, frappa à nouveau. Cette fois, un filet de sève rougeâtre coula de la blessure, semblable à du sang. Pris de panique, ils abandonnèrent leurs outils et s'enfuirent. Le lendemain, l'un des bûcherons fut retrouvé mort, étouffé dans son sommeil, le visage figé dans une expression de terreur absolue. Les autres disparurent peu à peu, frappés par des malédictions inexpliquées. Certains perdirent l'esprit, d'autres furent retrouvés errant dans les collines, murmurant qu'ils avaient vu quelque chose, entre les arbres, une silhouette immense au contour incertain, dont le regard invisible pesait sur eux. Depuis, plus personne n'a osé toucher un arbre de la Sainte-Baume. La forêt demeure intacte, préservée comme un sanctuaire inviolable. Ceux qui y pénètrent aujourd'hui ressentent encore cette présence. Certains disent que le vent y chuchote plus qu'ailleurs. D'autres racontent qu'au crépuscule, si l'on ferme les yeux et que l'on tend l'oreille, on peut entendre, très faiblement, le son d'une respiration profonde, venue du cœur même de la forêt. Comme si quelque chose, endormi depuis des siècles, veillait encore. Les baux de Provence, perchés sur leur éperon rocheux, cachent dans leurs entrailles un lieu fascinant et étrange, les carrières de lumière. Aujourd'hui, ces immenses galeries taillées dans la pierre servent de théâtre à des spectacles d'illumination, projetant sur les murs les œuvres des plus grands peintres. Mais bien avant de devenir un centre artistique, ces carrières étaient un lieu de labeur, d'obscurité et, selon certains, un territoire hanté. L'exploitation de la pierre blanche des baux remonte à l'Antiquité, mais c'est au Moyen Âge que les carrières connurent leur véritable essor. Des générations d'hommes y creusèrent sans relâche, détachant bloc après bloc, creusant toujours plus profond sous la montagne. Peu à peu, ils façonnèrent un labyrinthe souterrain où la lumière du jour ne pénétrait plus. Et c'est là que commencèrent les histoires. Les mineurs racontaient qu'il arrivait parfois qu'un silence total s'abatte sur la carrière, un silence anormal, comme si même le bruit des outils s'évanouissait. Puis, au détour d'un couloir, on pouvait voir une ombre qui n'appartenait à personne. Certains juraient entendre des pas résonner derrière eux, mais lorsqu'ils se retournaient, il n'y avait rien. Les accidents devinrent étrangement fréquents. Des hommes disparaissaient sans explication. Un matin, un ouvrier fut retrouvé figé, incapable de parler, les yeux écarquillés comme s'il avait vu quelque chose d'indicible. Il ne retrouva jamais la parole et passa le reste de sa vie muré dans un mutisme absolu. Mais le plus troublant arriva un soir d'hiver. Une équipe de 5 hommes, restée tard pour terminer un chantier, ne reparut jamais. On organisa des recherches. Les galeries furent fouillées de fond en comble. On retrouva leurs outils, leurs repas à moitié consommés, mais aucune trace d'eux. Pas une goutte de sang, pas un signe de lutte. Comme s'ils s'étaient évaporés. Le contremaître, désespéré, fit venir un prêtre pour bénir la carrière. Une messe fut célébrée au cœur des galeries. Pendant la prière, un grondement sourd se fit entendre sous les voûtes. Une bourrasque glaciale traversa les tunnels. L'un des ouvriers présents, saisi par la peur, jeta sa lampe et s'enfuit en hurlant. Il affirma plus tard avoir vu, dans l'ombre d'une paroi, un visage qui n'avait rien d'humain. Peu après, l'exploitation de la carrière ralentit, puis cessa définitivement. Pendant des années, elle resta à l'abandon, oubliée de tous. Ce n'est que bien plus tard qu'elle fut réhabilitée en lieu culturel.
Mais les phénomènes ne cessèrent pas pour autant. Les techniciens travaillant sur les installations lumineuses racontent que certains projecteurs s'éteignent sans raison. Des sons étranges résonnent parfois entre les murs, des bribes de voix, des soupirs étouffés. Certains visiteurs, seuls face aux immenses parois de pierre, ont ressenti une présence derrière eux, comme si quelque chose d'ancien, d'oublié, continuait de veiller dans l'obscurité. Dressé sur les rives du Rhône, le château de Tarascon impose sa silhouette massive aux voyageurs qui longent le fleuve. Ses murs épais, ses tours austères et ses escaliers tortueux racontent l'histoire d'un passé militaire, d'intrigue et de captivité. Mais derrière les récits officiels, une légende plus sombre s'accroche à ces pierres, celle d'un prisonnier dont l'ombre, dit-on, erre encore dans les couloirs du château. Au XVe siècle, alors que la Provence était sous domination du roi René d'Anjou, le château servait autant de forteresse que de prison. Les cachots, creusés profondément sous la roche, n'avaient ni lumière ni espoir. On y enfermait traîtres, espions et indésirables, condamnés à l'oubli. Parmi eux, un homme dont l'identité demeure un mystère. Certains le nomment le captif de Tarascon, d'autres l'appellent simplement l'oublié. Aucun registre ne mentionne son crime, aucun document ne précise son origine. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il fut enfermé dans l'une des cellules les plus profondes du château et que jamais, en plusieurs décennies, il ne revit la lumière du jour. Les gardiens de l'époque racontaient que, contrairement aux autres prisonniers qui hurlaient leur désespoir ou imploraient la clémence, celui-là restait silencieux. Il ne parlait pas, ne réclamait rien. On lui apportait chaque jour une maigre pitance, et chaque jour, il la consommait sans émettre un son. Puis, un matin, la cellule fut retrouvée vide. La porte était toujours verrouillée, les murs intacts. Aucun tunnel, aucune trace d'évasion. L'homme s'était simplement volatilisé. Les gardiens, terrifiés, fouillèrent le château de fond en comble, mais il ne fut jamais retrouvé. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais elle ne fit que commencer. Les jours suivants, un étrange phénomène se produisit, la nuit, des bruits de pas résonnaient dans les couloirs du château, lents, réguliers. Lorsqu'on approchait, ils s'arrêtaient net, comme si quelqu'un écoutait à son tour. Des torchers s'éteignaient sans raison, des ombres mouvantes apparaissaient sur les murs, sans qu'aucune source de lumière ne puisse les projeter. Un garde, pris d'une curiosité malsaine, descendit jusqu'à la cellule vide, une lanterne à la main. Il voulait comprendre, voir de ses propres yeux si quelque chose subsistait de l'homme disparu. Il s'avança dans le couloir humide, contourna les grilles rouillées et s'arrêta devant la porte ouverte. Dans l'obscurité totale, il tendit l'oreille. Et alors, venu de nulle part, un souffle glacé frôla sa nuque. Il hurla et s'enfuit en courant, abandonnant sa lanterne qui roula sur le sol. Lorsqu'il raconta ce qu'il avait vécu, ses compagnons remarquèrent que ses cheveux, autrefois noirs, avaient blanchi d'un coup. Il quitta le château le lendemain et personne ne le revit jamais. Depuis, le captif de Tarascon n'a jamais cessé de hanter les lieux. Les guides qui font visiter le château aujourd'hui déconseillent de s'attarder trop longtemps dans certaines salles, surtout au crépuscule. Ceux qui s'y risquent disent ressentir une lourdeur inexplicable, comme si un regard invisible pesait sur eux. Et parfois, au détour d'un couloir, il arrive qu'un visiteur solitaire croise une silhouette indistincte, vêtue d'un tissu sombre, immobile dans l'ombre d'une alcôve. Le temps de cligner des yeux, elle a disparu. Mais dans le silence, une sensation demeure. Celle de n'être plus seul. Dans les montagnes de Haute-Provence, là où les sentiers se resserrent et où la végétation cache encore des secrets millénaires, une rumeur persiste, celle de Théopolis, une cité antique disparue sans laisser de traces, engloutie par le temps ou par quelque force inconnue. Les textes anciens parlent d'une ville fondée par une communauté chrétienne au début du Moyen Âge, un lieu retiré où se seraient réfugiés des ermites et des sages, fuyant la décadence du monde. Construite sur un plateau difficile d'accès, Théopolis aurait été un havre de paix et de prière, protégé des invasions et des troubles qui agitaient la Gaule. Mais quelque chose s'y serait produit. Les rares témoignages écrits évoquent une cité qui, après avoir prospéré pendant plusieurs décennies,
aurait été brusquement abandonnée. Pourtant, aucune trace de destruction, aucun siège, aucune guerre ne semble en être la cause. Théopolis n'a pas été brûlée ni attaquée. Ses habitants l'ont simplement quittée du jour au lendemain, comme si une force invisible les avait chassés. Au fil des siècles, des explorateurs, des historiens et des amateurs de mystère ont tenté de retrouver les ruines de cette cité perdue. Mais la nature semble s'être refermée sur son secret. Les cartes anciennes indiquent son emplacement, mais lorsqu'on s'y rend, on ne trouve rien d'autre qu'un silence oppressant, un sol étrange où même les racines semblent éviter de s'enfoncer trop profondément. Les bergers des environs racontent qu'il existe un lieu où les bêtes refusent d'aller. Un plateau nu, sans arbre ni herbe haute, où l'air semble plus lourd qu'ailleurs. Ceux qui s'y aventurent seuls disent ressentir une sensation troublante, un vertige, comme si quelque chose essayait de les repousser. Certains affirment même entendre, dans le vent, des bribes de voix, des murmures dans une langue oubliée. En 1926, un archéologue amateur du nom de Paul Renaud prétendit avoir découvert des fragments de murs et des inscriptions anciennes gravées sur la pierre, non loin du plateau. Mais lorsqu'il revint quelques mois plus tard avec une équipe de chercheurs, tout avait disparu. Les pierres qu'il avait photographiées n'étaient plus là, les fondations qu'il croyait avoir identifiées semblaient s'être effacées. Depuis, plusieurs expéditions ont été menées, sans succès. Aucune trace officielle de Théopolis n'a jamais été retrouvée. Seuls quelques récits oraux subsistent, portés par ceux qui vivent encore au pied des montagnes. Ils disent que la cité n'a jamais été détruite, mais qu'elle est ailleurs. Pas ensevelie sous la terre, mais dissoute dans une autre réalité. Un berger, en 1984, affirma s'être perdu dans les collines en cherchant ses moutons. La nuit tombait, et il marchait sans repère, jusqu'à ce qu'il aperçoive des lumières au loin. Pensant avoir atteint un hameau, il s'en approcha. Il vit des ombres humaines se mouvoir à travers une brume épaisse, des lueurs vacillantes semblables à des torchers. Il entendit des prières récitées en latin, des chants anciens. Lorsqu'il fit un pas de plus, tout disparut. Il se retrouva seul, au milieu du plateau désert, sans aucune trace de ce qu'il venait de voir. Depuis ce jour, il n'est jamais retourné dans les collines. Il affirmait que Théopolis était toujours là, quelque part, entre deux mondes. Invisible à ceux qui ne croient pas, mais toujours présente pour ceux qui savent écouter. Dans les plaines du Vaucluse, non loin d'Avignon, se dresse le paisible village de Nove. Aujourd'hui, il ne reste que des vestiges de son passé médiéval, des ruelles étroites et des pierres usées par le temps. Pourtant, sous cette apparente tranquillité, une légende persiste, gravée dans la mémoire des anciens. Une histoire de terreur et de lutte, celle du dragon de Nove, une créature que les siècles n'ont pas effacée. L'histoire remonte au Moyen Âge, à une époque où la Provence était encore parsemée de terres sauvages et de marais. La Durance, alors indomptée, formait des bras tortueux à travers la vallée, créant des zones humides et brumeuses où le regard ne portait pas loin. C'est dans ces eaux troubles que, selon les récits, vivait une bête que l'on osait nommer. Les premières disparitions passèrent inaperçues. Un berger qui ne rentrait pas, une barque retrouvée à la dérive, sans rame ni occupant. Puis vinrent les témoignages. Des chasseurs jurèrent avoir vu, entre les roseaux, une silhouette immense, un corps écailleux se faufilant avec une lenteur inquiétante sous la surface. D'autres parlèrent d'un souffle chaud, pestilentiel, qui s'élevait des berges aux heures les plus sombres. Mais ce n'est que lorsqu'un enfant disparut sous les yeux de sa mère que la peur s'empara définitivement du village. Il jouait près du fleuve, lançant des cailloux dans l'eau, quand une forme noire surgit, rapide comme l'éclair. Un cri retentit, puis plus rien. La mère, paralysée, ne vit que l'écume qui se refermait, comme si le fleuve lui-même venait d'engloutir son fils. Les villageois tentèrent d'organiser une battue. Armés de lances, de torchers et de filets, ils s'avancèrent vers les marais, la peur au ventre. Mais le silence qui régnait là-bas n'avait rien d'humain. Pas un oiseau ne chantait, pas une grenouille ne coassait. L'eau était immobile, comme figée sous un regard invisible. C'est alors que les prêtres furent appelés. Un moine du nom de frère Aubin,
connu pour son érudition et sa foi inébranlable, accepta d'affronter la créature. Il s'enfonça seul dans le marais, une croix d'argent autour du cou et une épée bénie à la main. 3 jours passèrent. Les habitants, terrifiés, pensaient qu'il avait péri comme les autres. Mais à l'aube du 4e jour, il revint. Il était pâle, les vêtements déchirés, et portait sur son corps les marques d'un combat qu'il n'évoquerait jamais en détail. Mais il apportait une nouvelle, la créature avait été vaincue. On le crut sur parole. Mais personne ne demanda où se trouvait le corps du monstre, ni comment il avait trouvé la force de le terrasser. On se contenta de brûler les berges du fleuve, comme pour purifier la terre, et de sceller l'entrée des marais sous des pierres bénies. Depuis, plus jamais le dragon de Nov ne fut aperçu. Mais certaines nuits d'orage, lorsque la Durance gronde sous les rafales de vent, des pêcheurs affirment entendre un bruit étrange monter des profondeurs du fleuve. Un râle. Un souffle. Comme si quelque chose, sous la surface noire, attendait toujours son heure. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.